Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTS. Dans l'actualité de ce mercredi 8 février, le limogeage d'Amara Traoré, décision de la Fédération de football qui considère que l'échec à la CAN est avant tout sportif. Pendant ce temps, la compétition entame son dernier virage. Les finalistes connus ce soir après les demi-finales à l'affiche Ghana-Zambie, Mali-Côte d'Ivoire. En Égypte, les régimes militaires sous le collimateur des États-Unis à l'origine le jugement de 44 occidentaux poursuivis pour financement illégal. La nouvelle est tombée hier. Amara Traoré et ses collaborateurs ont été démis de leurs fonctions. Une décision de la Fédération sénégalaise de football à l'issue de la réunion du comité exécutif. Pour les fédéraux, l'échec à la CAN est avant tout sportif. L'intérim est assuré par l'ancien capitaine Aliou Cissé et Karim Séga Diouf. Retour sur le film du limogeage avec Pabiram Biguendiaï. À 10h déjà, c'était le pied de grue au siège de la Fédération sénégalaise de football. Aucun journaliste ne va rater le scoop, puisque dans ces murs se joue l'avenir du football sénégalais. La tête d'un sélectionneur national y est mise à prix. Et plus le temps passe, plus l'attente devient pesante. 8 heures d'horloge et toujours rien. Pas de signe, pas l'ombre de fédéraux divisés sur une question cruciale. Les Échos font état d'une fédération partagée entre le maintien et le départ de l'entraîneur national qui n'a pas atteint les objectifs fixés par les dirigeants. Un peu plus d'une heure après, les choses bougent enfin. Au crachoir, le patron du football sénégalais, Maître Augustin Senghor, donne l'info. Après réflexion, nous avons décidé de mettre un terme à la collaboration avec l'entraîneur national et ses collaborateurs. Donc, pour les objectifs qui n'ont pas été atteints, mais également pour un certain nombre de manquements que nous avons constatés pendant la durée de la compétition et sur lesquels, bien entendu, nous sommes au regret de ne pouvoir nous étendre plus longuement avec vous, parce que je pense que dans ces cas-là, nous sommes en relation contractuelle, nous sommes surtout en relation de collaboration avec des personnes à qui nous devons du respect, qui nous ont donné des satisfactions par ailleurs. Le poste devient vacant. Quid alors du successeur d'Amara? Un collectif s'en charge à la Fédé en procédure d'urgence. Mais en attendant, on met en selle le staff technique de l'équipe olympique, porté par un ancien lion. Fierté de 2002, l'ancien capitaine Aliou Cissé, en compagnie du vieux briscard Karim Séga Diouf. Pour la Fédé, il s'agit de ne pas rater le match amical du 29 février à Johannesburg contre l'Afrique du Sud. Et ce match-là, à nos yeux, sera maintenu avec notre équipe nationale. Mais nous avons dit que justement, les avantages des acquis que nous avons nous permettent aujourd'hui d'avoir des attelages qui sont là en permanence dans toutes les équipes. Et pour assurer un intérim, la logique voudrait qu'on se tourne vers les attelages existants qui sont là. Et il y a la date d'avril pour l'équipe olympique qui est déjà en préparation. Ces entraîneurs, pendant que nous étions à Bata, étaient ici en préparation avec l'équipe olympique. Et on s'est dit que le plus simple pour gérer ce match, c'est de leur demander, eux, bien sûr on va le faire tout à l'heure, de pouvoir amener cette équipe. La page Amara est tournée. L'ère de la reconstruction semble prendre une autre tournure. Un éternel recommencement. À 6 mois des prochaines échéances, le temps presse et il faut vite rebondir. Et on s'intéresse maintenant au bilan et au parcours du désormais ex-entraîneur de l'équipe nationale de football. C'est avec Ibrahim Mboup. L'aventure entre Amara Traoré et l'équipe nationale débute le 15 décembre 2009. Il joue son tout premier match le 3 mars 2010 face à la Grèce à Volos, à 326 km de la capitale Athènes. Les Lions frappent fort 2-0, coup d'essai, coup de maître. En septembre de la même année, commencent les éliminatoires de la CAN 2012. Amara réussit un sans faute avec le Sénégal. Les Lions sont premiers de leur poule avec 16 points, 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 16 buts marqués, 2 encaissés. Le Grand Cameroun, la RDC et l'île Maurice sont laissés sur le quai. En janvier 2012, l'équipe nationale participe à la Coupe d'Afrique, grand maître du foot à l'échelle continentale. Le Sénégal est attendu et considéré comme l'un des favoris. Coach Amara joue 3 matchs avec les Lions, 3 défaites amères. C'est ce qu'il est convenu d'appeler le fiasco de Bata, une débâcle mémorable. Après cet échec retentissant, Amara Traoré se retrouve sur la sellette.
mais il refusait toujours de rendre le tablier. Finalement, la Fédération sénégalaise de football a pris la décision de rompre le contrat. Ainsi, coach Amara quitte le banc des Lions après 25 mois de service. Dans l'ensemble, le natif de Saint-Louis a managé le 11 national à 18 reprises. À son actif, 12 victoires, 1 match nul. À son passif, 5 défaites. À 46 ans, le désormais ex-sélectionneur national paye les pots cassés à Bata. C'est la fin de l'aventure. Fin de l'aventure pour Amara Traoré. Sur le terrain, la compétition se poursuit. On joue ce soir les demi-finales à 16h à Bata, Ghana-Zambie, puis à 19h Côte d'Ivoire-Mali. 2 affiches alléchantes que vous nous présentez, Ibrahim Mbouk. On l'attendait dans le carré d'as, elle est bien présente. Grandissime favorite, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, meilleure défense de la CAN, a séduit et plus d'un. Vainqueur de la Coupe d'Afrique une seule fois en 1992, les éléphants joueront leur 8e demi-finale de l'histoire devant les aigles du Mali, tombeurs des panthères du Gabon. À vrai dire, le Mali est un invité surprise à ce stade de la compétition. Les hommes d'Alain Giresse disposent d'un bon groupe avec Modibo Maïga, Seydou Keita ou encore Cheikh Tidiane Diabaté. Poussifs au premier tour, les Maliens ont montré un visage beaucoup plus convaincant en quart de finale. Face aux Ivoiriens, ils ont une belle carte à jouer, même s'ils n'ont pas la faveur des pronostics. L'autre demi-finale est un duel entre anglophones. Ghanéens et Zambiens vont livrer une rude bataille. Les Black Stars, amenés par un André Ayew plein de culot et d'audace, auront à cœur de se qualifier en finale, la jouer et la gagner, ce qui n'est pas arrivé depuis 30 ans. En face, les Chipolopolo physiques et déterminés, coachés par un Hervé Renard ambitieux, seront durs à cuire. La Zambie, qui n'a pas atteint les demi-finales depuis 1996, saisira pleinement sa chance à Bata. Mais attention, le Ghana a du caractère, mais surtout un bon mental. Rendez-vous donc cet après-midi sur les antennes de la RTS. La suite du journal. Depuis quelques jours, un nuage de poussière survole le pays. Cette pollution venue du nord du continent a des effets nuisibles sur la santé des populations. Les explications du docteur Boubacar Mbodj, expert au Centre de gestion de la qualité de l'air. Voici un extrait de l'entretien qu'il a accordé au magazine matinal Kenkeliba. C'était ce matin. Chaque jour, chacun d'entre nous fait transiter à travers ses poumons à peu près 15 mètres cubes d'air. C'est beaucoup. Oui. Alors quand vous faites du sport, donc vous augmentez le rythme respiratoire, donc les poumons se dilatent plus et vous augmentez cette quantité-là qui peut aller jusqu'à 22 mètres cubes. Alors le résultat des courses, c'est que en réalité, puisque l'air est très chargé, vous incrustez dans vos poumons énormément en fait de particules de poussière. Or, ces particules sont divisées en deux, essentiellement. Les particules de diamètre inférieur à 10 microgrammes et les particules de diamètre inférieur à 2,5 microgrammes. Alors, ces particules-là, qui sont plus petites, ont la capacité de s'infiltrer à travers le poumon et puis ensuite de venir dans le sang. Ouais. Ce qui fait que les gens qui sont asthmatiques, si vous le remarquez, en ce moment, ils ont beaucoup de difficultés, des difficultés respiratoires, les insuffisants cardiaques également. Et donc, on les conseille de ne pas faire du sport et même de ne pas s'exposer trop à l'air libre en ce moment. C'est pareil aussi également pour les femmes enceintes, parce que vous savez que par ce phénomène, on peut même transmettre, disons, cette impureté de l'air à l'enfant. Élection présidentielle du 26 février prochain. Alors, quels sont les critères d'éligibilité d'un candidat? C'est la question posée dans ce dossier que nous vous proposons. Aïssatou Traoré apporte des éléments de réponse. Ils sont au nombre de 14. Ousmane Tanor Dieng, Oumar Hassimoudia, Doudou Amsatou Sow Sidibé, Abdoulaye Wade, Mordien, Ibrahim Fall, Macky Sall, Cheikh Tidiane Gadio, Moustapha Niass, Cheikh Bamba Dièye, Diomaye Diakhaté, Idrissa Seck, Djibril Ngom. Et ils sont candidats à l'élection présidentielle 2012. Avant d'en arriver là, ils ont satisfait certains critères d'éligibilité. Professeur, qui peut être candidat à l'élection présidentielle? Il y a des règles qui sont fixées par la Constitution, par le Code électoral. Parmi ces règles, le critère d'âge, il faut avoir au moins 35 ans. Il faut jouir de ses droits civils et politiques.
il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Et puis, comment dirais-je, il faut être parrainé. Le mot n'est pas vraiment utilisé, c'est-à-dire qu'il faut être présenté par un parti politique, par une coalition de partis politiques, ou alors, quand on est un candidat indépendant, on a aussi la possibilité de recueillir 10 000 signatures d'électeurs régulièrement inscrits sur les listes. On ajoute à ce filtre-là le filtre de l'argent, c'est-à-dire il faut verser une caution qui est fixée par l'administration. Cette année, ça tournait autour de 60 à 65 millions de francs CFA. Alors, on considère que ce filtre-là n'est pas bon, certains considèrent cela, parce qu'il ne faut pas sélectionner les candidats par l'argent, mais en même temps, on ne peut pas avoir une prolifération de candidatures fantaisistes, parce que ça va coûter cher aux contribuables et ce ne sera pas visible. 14 candidats pour un trône, qu'en est-il des autres dont la candidature a été rejetée? Pour notre part, on s'est contenté de lire les décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Ceux qui ont été recalés étaient des candidats indépendants, donc qui n'avaient pas choisi de se présenter sous la bannière d'un parti politique ou d'une coalition de partis, mais avaient plutôt pris la voie de présenter 10 000 signatures. Le Conseil constitutionnel a considéré que ce parrainage, ces signatures n'étaient pas régulières et donc les a recalées. Après une campagne électorale de 21 jours, le 26 février, les citoyens iront aux urnes. Ainsi, ces 14 candidats seront fixés sur leur sort et l'histoire du Sénégal suivra son cours. Pour une meilleure implication des collectivités locales dans l'éducation et la formation, c'est le sens d'un accord de partenariat signé entre le ministre de l'Éducation et l'Union des associations d'élus locaux du Sénégal. Détails et explications, El Hadji Ndiaye. Pour une meilleure prise en charge de la compétence éducation par les collectivités locales, le ministère de l'Éducation s'est engagé dans une dynamique de partenariat. La signature de cette convention est une passerelle obligée pour les autorités scolaires. Les collectivités locales et les ministères en charge de l'éducation et de la formation constituent les acteurs principaux qui doivent nécessairement travailler étroitement compte tenu d'une part de nos missions, statuts et compétences et d'autre part de nos responsabilités dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement général et ce lié à l'éducation en particulier. Cette rencontre a permis aux différents participants d'avoir une meilleure compréhension du contenu de la table de concertation, mais aussi et surtout des termes de référence de la convention de partenariat. Monsieur le ministre, il faudrait que nous trouvions également les moyens pour que la concertation à la base, au niveau des inspecteurs d'académie, au niveau des IA, que nous puissions également avoir des cadres de concertation sur la carte scolaire. Très souvent, il y a quelques difficultés, quelques divergences et des retards d'information. Et ces tables de concertation devraient permettre à l'ensemble des acteurs, aux syndicats, aux enseignants, aux parents d'élèves, aux élus et aux représentants du ministère de pouvoir partager, et surtout dans le domaine de la planification. Pour le ministre de l'Éducation, le Sénégal est dans une étape d'évaluation du PDF et de programmation d'une nouvelle politique d'éducation. Khalidou Diallo a saisi l'occasion pour saluer l'engagement et la détermination des élus locaux du Sénégal. À l'international, la vague de froid est arrivée en Algérie et le bilan ne cesse de s'alourdir. On dénombre 28 morts depuis vendredi. Les brigades de sapeurs-pompiers sont en alerte permanente. Au total, ils ont effectué plus de 7000 interventions. Ici, dans la région de Constantine, ils partent récupérer des enfants dans un village reculé. Les pompiers et la sécurité civile sont intervenus dès qu'on les a appelés. Ils nous ont secourus à temps. 15 personnes ont eu moins de chance, calfeutrées chez elles. Elles sont décédées par asphyxie à cause des émanations de gaz. 10 autres sont mortes et des dizaines blessées dans des accidents de la route. La neige qui tombe depuis 4 jours sur l'Algérie a bloqué des régions entières. Les zones côtières et surtout la Kabylie, dont nombre de villages sont toujours coupés du monde. 30 000 foyers sont privés d'électricité et les intempéries ont également perdu. 6 mois après l'indépendance du Sud-Soudan, les tensions entre Djouba et Khartoum sont extrêmement vives. Le président Omar el-Béchir n'exclut pas d'ailleurs de faire la guerre contre son voisin. 2 questions enveniment particulièrement la situation, le pétrole et le problème des réfugiés. C'est le port de Djouba, capitale du Soudan du Sud. Ici,
Des centaines de réfugiés continuent d'arriver. Par la route, par train, par bateau, ils quittent le Soudan. Car depuis la sécession du Sud par référendum en juillet dernier, les Soudanais du Sud ne sont plus les bienvenus chez leurs voisins du Nord. Quand nous étions à Khartoum, après la publication des résultats, les nordistes nous disaient « Vous êtes toujours là? Quand est-ce que vous partez ?» Ce genre de remarques nous attristait et nous avons décidé de partir. Souvent, 5 mois de voyage. À Djouba, l'Organisation internationale des migrations gère des centres de transit pour ceux qui continuent vers d'autres régions du pays. Nourriture, logement, soins, il faut éviter l'engorgement, mais aussi la crise sanitaire. Nous sommes prêts à agir si le nombre de cas de diarrhée augmente ou s'il y a une épidémie de choléra. Donc oui, nous sommes toujours prêts. Avant le 8 avril, tous les sudistes vivant au nord devront avoir fait un choix. Rentrer dans leur nouveau pays ou rester à Khartoum et devenir soudanais. Mais d'ici là, l'exode continue. En Égypte, le régime militaire est sous la menace des Occidentaux, les États-Unis notamment. L'Amérique entend réviser ses liens avec le Caire si la justice égyptienne condamne les membres d'une ONG. Ils sont 44, dont 19 Américains poursuivis pour financement illégal. La réaction de la Maison-Blanche est immédiate. Elle intervient 24 heures seulement après l'annonce de la décision des autorités égyptiennes de traduire 19 Américains devant les tribunaux. Nous avons clairement dit que ces actions pourraient avoir des conséquences sur nos relations, y compris nos programmes d'aide. En d'autres termes, l'armée égyptienne pourrait perdre l'aide de près d'1,5 milliard de dollars que les États-Unis lui versent chaque année. À l'origine de la vive colère de Washington, l'affaire du financement des ONG. 44 personnes, dont 19 Américains, vont être jugées devant la cour criminelle du Caire. Les autorités égyptiennes les accusent de verser illégalement des fonds aux ONG de défense des droits de l'homme opérant en Égypte. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments détaillés sur ce qui s'est passé. Mais voici ma position. Les ONG constituent une part entière de la vie nouvelle. Cette affaire qui empoisonne des relations entre Washington et le Caire survient dans un contexte politique et social tendu en Égypte. Les manifestations contre l'armée se multiplient dans le pays. Le pouvoir militaire égyptien voit derrière ce climat de contestation la main d'ONG internationales. Retour au Sénégal où la communauté mouride de Bagdad a célébré la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette initiative de Serigne Khadim Gaïda Lo a vu la participation de plusieurs autorités politiques et religieuses. Ensemble, elles ont prié ces autorités pour la paix au Sénégal. Claire Diop. Bagdad, dans la région de Thiès, comme chaque année, les talibés mourides sont venus de partout pour commémorer la naissance de la meilleure des créatures, Seyyidina Mohamed Rassoul. L'initiative est de Serigne Khadim Gaïda Lo Boromdam. La cérémonie religieuse est organisée annuellement suite à un ndigal de Serigne Salim Mbacké, fils de Serigne Touba Khadim Rassoul. Durant la nuit, le marabout est revenu largement sur le sens de cette commémoration du Maouloud Nabi, la vie et l'œuvre du prophète, mais aussi les relations privilégiées entre Serigne Touba et le dernier des envoyés de Dieu. Serigne Khadim Gaïda Lo a déclaré que durant la vie du fondateur de la Mouridiya, ce dernier n'a pas cessé de chanter les louanges du prophète et de rendre grâce à Dieu. Le marabout s'est également prononcé sur la situation politique actuelle du pays. Il a appelé au respect des institutions de la République et à la responsabilité de tout un chacun pour le maintien de la paix sociale pendant toute la période de la campagne électorale et même post-électorale. Beaucoup de leaders religieux et politiques ont pris part à ces séances de prière et de commémoration. Un seul mot d'ordre: œuvrer pour la paix au Sénégal. L'école Sainte Bernadette de Thiès élargit son domaine d'action avec de nouveaux blocs administratifs et pédagogiques. Des réalisations qui ont coûté une centaine de millions de nos francs. Ibrahim Ndong. Elle a fait de la teranga sénégalaise la sienne. L'ONG Hand for Africa n'a pas lésiné sur les moyens pour la construction de ces nouveaux locaux de cette école. Sur un coût global de 123 millions, l'ONG helvétique a contribué à hauteur de 109 millions de nos francs. Pour notre association suisse Hand for Africa,
La construction d'une école de cette taille constitue à chaque fois un défi important. Chère Madame Benz, quel plaisir de vous accueillir ici, vous avec les membres de votre association. Quelle joie, car c'est maintenant, en votre présence, que nous pouvons vous adresser tous les remerciements que votre aide précieuse mérite. En plus d'être instructive, cette cérémonie d'inauguration des blocs administratifs et pédagogiques a également été festive. Que faut-il pour faire une belle école, une bonne école? Il faut quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut enseigner, et un bon enseignement, bien sûr. Il faut une infrastructure, il faut un État qui supporte et qui soutient. Et il faut ce qu'on appelle le fameux coup de pouce. Votre ONG, Hanfour Africa, s'illustre avec amour dans les œuvres sociales, particulièrement dans l'éducation et la prise en charge des plus démunis. Après avoir rappelé les efforts du gouvernement dans le domaine de l'éducation, les autorités académiques de Thiès sont revenues sur le rôle et la place de l'enseignement catholique. Nous tenons donc à réaffirmer, à saluer cet engagement au service de l'école sénégalaise, au service des enfants de ce pays. Les élèves de Sainte-Bernadette ont gratifié le public d'un bon spectacle, mais auparavant les drapeaux suisses et du Sénégal étaient à l'honneur. Reste à souhaiter un avenir radieux aux enfants sous l'ombre de ces deux symboles. Une ambulance pour le village de Garki, localité située dans la région de Louga. C'est un don du mouvement pour la solidarité internationale, nous dit Amidou Diop. Sous le baobab de la mythique place du village de Garki, les populations attendaient l'arrivée de cette ambulance. Fini maintenant les soucis d'évacuation sanitaire. Les villageois et l'infirmière chef de poste ont pris la parole pour revenir avec insistance sur l'utilité de ce don. Le sous-préfet s'est vivement félicité du geste. Selon lui, ce don ne fait que renforcer les efforts de l'État. Pour l'ONG donatrice, c'est le culte de la solidarité qui est perpétué. Quant aux populations, elles n'ont cessé de répéter à quel point cette ambulance médicalisée va les soulager. Elles ont promis de veiller strictement à l'entretien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, l'édition en Wolof. Très bonne journée.